Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner dans le parcours ou l'exploration de l'unité 4 de notre manuel. Évidemment, c'est une leçon qu'on a déjà présentée la semaine dernière dans nos activités complémentaires, comme quoi vous trouverez dans les campus virtuels ou dans les blogs pas mal d'activités, d'explications à travers des vidéoclips que j'avais trouvés sur Internet, que j'ai trouvé très intéressantes. Donc, et disons que je veux faire simplement un parcours de l'unité parce que je considère que vous avez déjà pas mal de connaissances publiées. De toute façon, on va y aller. Donc, c'est parti. On commence à explorer la leçon. Voilà, on commence avec la première page, la page des présentations, avec le titre Voilà l'été. Ah, l'été, cette période de l'année tant souhaitée pour tous. On va voir comment ça va se passer cette année. J'espère que ça ne sera pas trop terrible avec ces histoires de confinement. Mais bon, on va venir à notre histoire, à notre explication. Et vous verrez ici qu'il y a des photos. Hein, des photos, bon, vous pouvez plus ou moins deviner le contenu des photos parce qu'elles sont assez différentes les unes par rapport aux autres. D'abord, vous avez une photo d'une autoroute, c'est la première photo. La deuxième photo, c'est bon, la porte principale d'un d'un hôtel. J'imagine que c'est à Nice ou dans le sud de la France. Bon, vous allez le découvrir plus tard. Après, il y a la photo numéro 3. Bon, c'est une tempête. Après la photo numéro 4, c'est bon, une résidence luxueuse. OK. Photo numéro 5, voilà, c'est Alain Bernard, hein, c'est un grand nageur, un grand nageur. Et après, il y a une autre photo à propos d'une station-service. Bon, pour bien comprendre cette histoire de la photo, vous devez passer à la page suivante. Et là, avec une activité audio, vous devez écouter les sommaires du journal et retrouver l'ordre des informations et donner un numéro à chaque information. Alors, ce que vous allez trouver, c'est une sorte de bulletin informatif d'une station radio, j'imagine. Et là, vous devez associer le commentaire qu'on fait dans ces stations radio par rapport aux photos. Et vous devez signaler l'ordre de ces informations, que ce soit l'essence moins chère, que ce soit une tempête tropicale, le départ en vacances, les meilleurs jeunes nageurs du monde, et réservation d'hôtel ou achat d'une villa. Vous devez associer, et dans l'activité numéro 2, on nous dit aussi d'associer ces informations aux rubriques utilisées généralement pour classer les nouvelles dans un bulletin d'information ou dans un journal, par exemple, ou dans une magazine. Alors, ce sont les rubriques que vous avez là, société, économie, immobilier, monde, sport, environnement, éducation, médias. ¿No? Normalement, ce sont los apartados o rúbricas, es decir, en una publicación. ¿Ok? Bon, c'est un peu comme en espagnol, donc apparemment, ça ne doit pas être compliqué. ¿Ok? Je vous rappelle là le mot environnement. ¿Ok? Medio ambiente, environnement. C'est un mot parfois difficile à prononcer. Environnement. Si un mot en français c'est difficile pour vous à prononcer, je vous conseille de commencer toujours de la séparer en syllabes et de commencer de la fin au début. Comme quoi, pour les cas de environnement, vous dites ment, ment, rendement, rendement, vironnement, vironnement, environnement, environnement. Et comme ça, vous faites pour les mots difficiles, si jamais vous avez des difficultés. Bon, les autres mots, je pense que c'est pas compliqué. Peut-être le mot immobilier, immobilier, parce que parfois, la voyelle I, hein, suivie des doubles consonnes, alors, surtout si c'est le cas de M ou N, parfois vous avez la tentation de dire un, de faire une nasalisation, et là, il n'y a pas de nasalisation. On dira I, immobilier. Immobilier, d'accord? Voilà. Bon, l'activité 3, c'est un peu, disons, travailler
le même contenu, c'est-à-dire vous devez faire une activité d'écoute et c'est un reportage du journal et vous devez répondre à ces questions. Où se trouve Olivier Jacot? Où va la famille interviewée? Qu'est-ce que les parents aiment faire? Qu'est-ce que les enfants aiment faire? Alors c'est intéressant comme activité de compréhension orale. Donc je vous invite à écouter ces enregistrements et à en chercher la réponse. De toute façon, et parce que c'est un enregistrement oral, vous trouverez à la fin du manuel la transcription. Hein, comme quoi, je vous invite à écouter et au bout de 2 ou 3 fois, si vous voulez, vous pouvez finalement vérifier la transcription à la fin. L'activité numéro 4, hein, voilà, c'est un contenu similaire, mais on va découvrir ici un phénomène qui s'appelle nominalisation. La nominalisation, vous trouverez sur ce texte au fond jaune une petite explication et vous trouverez une explication plus complète dans les activités complémentaires que vous trouverez, je pense que c'est la semaine 3 de notre blog ou de notre campus. De toute façon, ici il y a une petite explication, la nominalisation, les noms peuvent se former à partir de verbes. Donc c'est un phénomène de la langue qui permet créer à partir d'un verbe un substantif. Ça se fait au niveau des verbes, au niveau des adjectifs, au niveau des substantifs, c'est-à-dire c'est un changement de catégorie grammaticale. Hein, c'est un phénomène qui s'est produit en français, en espagnol, dans beaucoup de langues, donc c'est pas une grande nouveauté, mais c'est important que vous les connaissiez pour associer cette transformation. Ok? Par exemple, vous avez le verbe rechercher, et à partir du verbe rechercher, il y a par un phénomène de nominalisation, de transformation en substantif, une recherche, ou arriver, une arrivée. Mais attention, parce que parfois, la nominalisation n'est pas si claire, n'est pas si évidente. Par exemple, du verbe partir, nous avons un départ, ok? Ou le verbe acheter, un achat. De toute façon, la plupart des nominalisations se font disons que par un système de euh, dérivation avec l'ajout d'un suffixe. Par exemple, le suffixe âge et tous les mots qui se forment avec âge sont masculins. Par exemple, voyager, un voyage, passer, un passage. Donc, vous avez pas mal d'autres mots que vous devez découvrir, ok? Il y a aussi la nominalisation avec les suffixes mon, et dans ces cas aussi, le nom sont masculins. Changer, un changement, commencer, un commencement, etc. Ou aussi un autre suffixe qui est très utilisé pour la nominalisation, c'est le suffixe ation, ation, et tous les noms sont féminins. Ok? Réserver, la réservation, une réservation, confirmer, une confirmation. De toute façon, si vous consultez les activités complémentaires, je me rappelle bien, j'avais publié une explication assez complète concernant ce phénomène de nominalisation et qui peut se produire aussi avec d'autres catégories grammaticales. Par exemple, un adjectif grand, ça va nous donner grandir, par exemple, non? Et donc, c'est rouge, l'adjectif, rougir, le verbe. C'est-à-dire qu'il y a des changements de catégorie et c'est un phénomène assez connu. C'est très utilisé dans le langage de la presse, pardon. Surtout quand on veut écrire le titre d'une nouvelle, d'une information, on a tendance à utiliser ce phénomène de nominalisation. Alors là, vous avez l'activité 4 et l'activité 5. J'imagine que vous la connaissez déjà parce que c'était juste l'une des activités que je vous avais proposées pour l'activité complémentaire et je vous avais même donné le corrigé. Alors, si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment d'y jeter un coup d'œil et j'espère que vous le ferez bien. OK? Voilà. On va passer à l'autre page, la page 48. Et là, vous avez, bon, simplement une petite information à propos de l'expression de la préférence, de vos goûts, de vos préférences. Dire qu'on aime ou
qu'on préfère, ok? Dire qu'on aime ou qu'on préfère. Et là, vous avez, bon, quelques mots que vous connaissez parce que je pense que c'est facile pour vous. Moi, ça me plaît bien les vacances à la montagne, ou j'aime bien, mais j'aime beaucoup la veste verte, mais je préfère la rouge, ou j'aime bien la campagne, mais j'aime mieux la mer, ou je n'aime pas les téléfilms, je préfère. Alors, c'est ce type de structure, et on aime beaucoup, on aime bien, les enfants préfèrent, ça nous plaît, on aime mieux, on préfère. C'est intéressant si vous voulez marquer donc la préférence entre deux choses ou deux personnes. Et ici, il y a une petite activité. On vous invite à faire la distinction entre aime, aime bien ou préféré. D'accord? Et bon, si vous pouvez le regarder et faire et faire l'activité, mais je pense que c'est pas très compliqué. Si vous avez envie, vous pouvez aussi écrire un petit texte avec l'activité 7. Et vous, que préférez-vous aller, où préférez-vous aller pendant les vacances? À la mer, à la montagne, à la campagne, des vacances sportives ou des vacances de détente, à l'hôtel ou au camping, dans une maison, vous voyagez comment? En voiture, en train, en avion? Bon, c'est un sujet de discussion que vous pouvez utiliser à l'écrit ou dans une activité orale. OK? Après, on va passer à l'activité suivante. L'activité 8, en fait, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tous ces groupes d'activités concernent les phénomènes de la comparaison et les superlatifs. Et là aussi, je vous avais posté des informations, des vidéoclips explicatifs et des activités dans notre paquet d'activités complémentaires de la semaine 3. Donc, je ne vais pas trop insister là parce que vous avez déjà les documents et l'information. De toute façon, je lirai avec vous ces informations que vous avez ici à la page 49 et dans ce texte au fond jaune. Comparer, on utilise souvent les comparatifs et les superlatifs pour exprimer un jugement de valeur. Bon, la comparaison, apparemment, n'est pas très compliquée pour nous, mais il faut faire attention parce que parfois, il y a quelques petits détails qui nous échappent quand on travaille en français, la comparaison. Alors, il y a la comparaison de supériorité, d'égalité ou infériorité. Comme quoi, si vous comparez le verbe par rapport à deux personnes, par exemple, vous direz le verbe avec plus, supériorité, autant, égalité ou moins, infériorité. Par exemple, je mange moins qu'avant, ou je mange plus que toi, ou je mange autant que toi. Alors, c'est l'action de manger que nous comparons par rapport à un moment présent ou passé, ou par rapport à deux personnes. Dans ces cas, bon, c'est pas compliqué, non? C'est plus que, autant que, moins que. Attention, plus que, hein, parce que parfois, là, il y a des Français qui disent plus que, il y a des Français qui disent plus que. Je me rappelle bien ça parce que j'ai entendu même des chansons où le chanteur ou la chanteuse, dans un vers, il dit plus que, et 10 vers plus tard, il va dire plus que. Comme quoi, il paraît qu'il y a une hésitation dans la prononciation de ces structures, mais disons que la prononciation considérée la plus correcte dans ce cas, c'est de dire plus que, plus que au lieu de plus que. Mais vous allez écouter pas mal de fois plus que. OK? Donc, attention. Cette structure, pardon, vous allez la trouver aussi si vous comparez, par exemple, des quantités de choses. Par exemple, alors c'est une expression de quantité suivie d'un nom. Par exemple, vous comparez des livres, des maisons, d'appartements, l'argent, etc. Et donc, dans ces cas, attention, parce que si c'est le comparatif va suivi d'un nom, d'un substantif, vous devez y ajouter la préposition de. Parfois, ça s'écrira de apostrophe. Par exemple, cette voiture, excusez-moi, voilà, plus de, autant de, moins de, plus non. Cette voiture consomme autant d'essence, je suis les exemples que vous avez là, ok? Autant d'essence, mais là, plus d'options, par exemple. Alors, autant de, pourquoi j'ai dit autant de, ou plus de, ou moins de, parce que ce qui va après, c'est un substantif, ok? J'ai moins de livres que toi en français. J'ai autant de livres que toi en français ou j'ai plus de livres que toi en français. Là aussi, avec plus de,
il y a une hésitation dans la prononciation. Parfois, j'entends des Français qui disent plus de, il y en a d'autres qui disent plus de. Alors, disons que en cas de doute, la forme la plus correcte, c'est de dire plus de, plus que, plus de. Dans ces deux cas, avec que ou de, c'est mieux de dire plus de, plus que. De toute façon, vous pourrez écouter des gens qui diront plus que, plus de. OK? Voilà. On continue avec la lecture de ces activités que vous avez là. Et si la comparaison se fait au niveau de, voilà, des qualités, hein, c'est-à-dire vous comparez des adjectifs ou vous comparez l'adverbe, dans ces cas, il y a un petit changement parce qu'on dira plus, on dira plus l'adjectif, aussi plus l'adjectif ou l'adverbe, ou moins plus l'adjectif ou l'adverbe. Par exemple, il est aussi sympa que son frère. Il est aussi sympa que son frère. Es tan simpático como su padre. Alors, il est plus sympa que son frère, il est aussi sympa que son frère, il est moins sympa que son frère, par exemple. Attention, si l'adjectif commence par voyelle ou H, pardon, excuse-moi, alors on dira, il est plus intelligent, ok? Il est aussi intelligent, moins intelligent. Alors là, vous faites la liaison. Plus intelligent, moins intelligent. Rappelez bien la prononciation dans ce cas de plus et moins si l'adjectif commence par voyelle. Si l'adjectif commence par consonne, on dira il est plus riche, d'accord? On ne dira pas plus, hein? On dira plus riche, aussi riche, moins riche. Alors, la prononciation de plus, dans ce cas, on ne prononce pas le S suivi de l'adjectif avec une consonne, mais on prononce Z, c'est-à-dire le S sonore, suivi de l'adjectif qui commence par voyelle ou H muet. Voilà. Et intéressant aussi, là où il y a attention, on dira moins bon, alors avec bon et mieux, avec bon et, et bien, excusez-moi, avec l'adjectif bon et l'adverbe bien, il y a quelques modifications intéressantes et importantes. On dira moins bon, ok? On dira aussi bon, mais on ne dira pas plus bon, d'accord? On dira meilleur, 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 que corresponde a nuestro mejor, pero refiriéndose a más bueno. Cuidado aquí porque como en español vamos a decir mejor, tanto si nos referimos a más bueno o a más bien, esto nos produce una dificultad cuando pasamos al francés. Vamos a decir meilleur como adjetivo, avec toutes disons, les différences graphiques masculin, féminin, singulier, pluriel, même si à l'oreille, on dira toujours meilleur, ok? Mais vous allez tout le temps, meilleur, mais vous allez tout le temps dire, ok, la même prononciation, prononcer la même chose. Alors, remarquez là, la prononciation, ok? Voilà, meilleur, 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 comme vous voulez, si vous voulez l'écrire comme ça. Et ça correspond à plus bon, ok? Plus bon. Donc, remarquez la prononciation et la graphie dans ces cas, ok? Voilà, je vous le laisse comme ça et j'espère que ça va vous aider à vous rappeler la bonne prononciation et la bonne écriture, meilleure. Par contre, tout ça, ça correspondrait, excusez-moi, tout ça, ça correspondrait à plus bon, ok? Mais attention, on ne dira jamais plus bon, on dira, justement, on dira effectivement meilleur, meilleur, meilleur. Si c'est plus bien, plus bien, plus bien, ok? C'est-à-dire, si vous voulez dire bien les superlatifs ou les comparatifs, dans ce cas, attention, parce que, alors, je vais vous montrer un peu comme ça, on ne dira pas plus bien, on dira mieux, ok? Mieux. C'est ce que vous devez dire, ok? Mieux au lieu de plus bien. Donc, voilà la bonne prononciation, ok? Et la bonne écriture. Voilà, je vous le montre comme ça. J'espère que vous le verrez bien après dans... Ok? On ne dira pas plus bien, mais mieux. Et on ne dira pas plus bon, mais meilleur, meilleur, meilleur. Là, c'est important, ok? Voilà.
Donc, je continue la lecture avec cette partie au fond jaune. Moins bon, on dira moins bon, aussi bon, mais meilleur. Et on dira moins mauvais. Attention avec mauvais. Moins mauvais, aussi mauvais, plus mauvais. Donc, avec mauvais, malo, vous pourrez dire menos malo, moins mauvais, tan malo, aussi mauvais, et plus mauvais, para decir más malo. Au lieu de plus mauvais, vous pouvez dire aussi pire. Hein? Tous les deux sont corrects. Hein? Pire, nuestro peor, pire, hein, au lieu de plus mauvais. Tous les deux sont échangeables. Et avec bien, bon, on dira moins bien, menos bien, aussi bien, tan bien como, o mieux. No diremos plus bien. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que ça ne sera pas un problème pour vous. De toute façon, je sais que vous avez pas mal d'activités que je vous ai postées. Et si vous les avez faites, j'imagine que si c'était bien fait, c'est parce que vous avez bien compris la règle. OK? Pour ce qui concerne le superlatif, là, excusez-moi, et les superlatifs. Bon, les superlatifs, c'est similaire espagnol, el más grande, el más alto, el más interesante, toujours avec hein, le plus grand, le plus beau, le plus intéressant, les meilleurs, d'accord? Et voilà, les mieux. Alors, remarquez là, BA est la moins grande de deux, es la más grande, la moins grande, o es la casa más bonita, c'est la maison la plus belle. Attention là, parce qu'en espagnol, vous dites es la casa más bonita, es el libro más interesante, c'est le livre le plus intéressant, c'est la maison la plus belle. Alors, vous devez répéter l'article qui accompagne le substantif. ¿Ok? La casa más bonita, la maison la plus belle. El libro más interesante, le livre le plus intéressant. ¿Ok? O son los estudiantes más simpáticos que conozco, ce sont les étudiants les plus sympathiques que je connais. Alors, n'oubliez pas de répéter l'article, le, la, les, devant l'adjectif quand vous faites la structure du superlatif. OK? Voilà. Ces marques qui dansent les mieux, fijaros aquí, les mieux, esta estructura, les mieux, correspondería al superlativo de bien, le mieux. Alors, remarquez que dans ce cas, la structure reste tout le temps invariable. Hein. C'est la langue que j'aime le plus, que más me gusta. C'est la langue que je parle le mieux, que mejorable, le mieux. Mais on ne dit pas la meilleure ou le meilleur, on dira le mieux porque estamos usando el superlativo que corresponde a bien, a un adverbio. OK? Voilà. De toute façon, je vous rappelle que vous avez là pas mal d'exercices à faire. OK? Bon, je continue. C'est le plus mauvais chanteur, es el más malo de los cantantes, ou c'est les pires chanteurs de la chorale. Alors, le plus mauvais, le pire, vous pouvez les changer. Et attention pour les adjectifs courts et courants, grand, petit, vieux, jeune, joli, etc. J'habite le quartier le plus joli de la ville, ou j'habite le plus joli quartier de la ville. Efectivamente, en este tipo de adjetivos cortitos podemos intercambiar el orden, pero siempre con el artículo por delante. D'accord? Alors là, je vous invite à faire les activités que vous avez là. De toute façon, elles étaient déjà incluses dans le paquet d'activités. Donc, si vous les avez fait, vous pouvez vérifier, en tout cas, les corriger qui est déjà publié. Alors, on va passer maintenant à la page 50. Et le titre, c'est Exprimer la joie et la tristesse. Alors là, vous avez, si vous regardez la page suivante, bon, une petite information au fond rose, exprimer la joie et la tristesse. Et il y a des expressions qui vont nous servir à, bon, à bien parler en français en utilisant ces structures. Ok? Pour la joie, vous pouvez dire c'est génial, c'est fantastique, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est super. Mais voilà, ce sont des adjectifs assez faciles, assez similaires à l'espagnol. Donc, apparemment, vous ne devez pas avoir de problèmes là-dessus. OK? Alors, c'est génial, c'est fantastique que tu aies une bourse pour tes études. Hein? Es estupendo que tengas, es fantástico, extraordinaire que tengas. Remarquez l'utilisation du disjonctif que tu es.
Donc, subjonctif dans ce type d'expression, où vous parlez de vos sentiments, la structure vous demande l'utilisation de subjonctif, tout comme l'espagnol, ok? Je suis heureux que tu viennes à ma fête, estoy feliz de que vengas a mi fiesta. Attention avec de que en espagnol, hein, parce que vous pouvez avoir la tentation de dire de que en français à cause de l'espagnol. En français, si vous utilisez ces adjectifs, vous direz directement que. Je suis content que tu sois venu, je suis triste que tu ne sois pas venu, je suis heureux que tu viennes. Donc, toujours avec ces adjectifs qui expriment des sentiments, vous mettez que et le subjonctif. Évidemment, il y a d'autres structures similaires qui ne demandent pas l'utilisation du subjonctif. Par exemple, là, nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Julie. ¿Ok? Et donc, tenemos el placer de anunciarle, un peu comme l'espagnol, ou je suis vraiment content de vous voir enfin. Je suis vraiment content de vous voir. Estoy contento de verle de nuevo. Je suis content de vous voir. Là, vous utilisez de et l'infinitif parce que il s'agit d'une structure complexe où il y a la partie principale, je suis content, et la partie subordonnée, de vous voir. Qu'est-ce qui se passe là? Que dans la partie subordonnée, les sujets de la structure subordonnée, c'est le même que celui de la structure principale. Et comme c'est le même sujet, alors vous faites une transformation d'infinitif. OK? Et voilà pourquoi vous dites, estoy contento de que yo te veo. Au lieu de dire ça, vous dites, je suis content que je te vois. Non, je suis content de te voir. OK? C'est une transformation définitive. Un peu comme l'espagnol, hein, les phénomènes, c'est le même. Alors, je suis vraiment content de vous voir enfin, ou je suis vraiment content que vous veniez dimanche. Là, comme les sujets de la proposition principale et les sujets de la proposition subordonnée sont différents, là, évidemment, dans le cas de je suis vraiment content, il y a je. Et que vous, alors ce sont deux sujets différents, vous devez dire évidemment la structure avec la phrase sans transformation. Je suis content que vous veniez dimanche. Okay? Après, vous avez l'expression de la tristesse. Bon, vous avez là, j'en ai assez, algo así como estoy harto, j'en ai marre, estoy hasta la coronilla. Bueno, son pequeñas traducciones libres, pero que más o menos significan lo mismo. J'en ai assez, j'en ai marre de recevoir plein de publicité. Estoy harto, estoy hasta las narices o hasta la coronilla de recibir tanta publicidad, ¿ok? J'en ai marre, ¿eh? Se utiliza mucho en francés, j'en ai marre, j'en ai assez. J'en ai assez, j'en ai marre que tu me téléphones. Estoy harto de que me llames por teléfono. Fijaros, harto de qué. Cuidado con ese de qué en francés, ¿ok? J'en ai assez, j'en ai marre que. Ou je suis triste de partir. ¿Eh? En este caso estamos siempre expresando tristeza. Je suis triste de partir. Me da mucha pena marcharme. Estoy triste por tener que irme. Je suis triste de partir. Là, vous dites de infinitif, partir, parce que la personne qui dit je suis triste et la personne qui va partir, c'est la même personne. Donc, on utilise la transformation d'infinitif. ¿Ok? Je suis triste que tu me quittes, estoy muy triste de que me vayas a dejar, de que me dejes, ou je suis malheureuse. Donc, voilà des structures que je pense ne sont pas très compliquées pour vous, mais au cas où, vous les lisez, vous les répétez et essayez de les utiliser en contexte. Alors, on va revenir en arrière, ok? Et là, il y a une lettre que vous trouverez là. Il y a deux personnes, là, il y a Dominique et Nathalie. Et bon, il y a une lettre là. Et l'intérêt là, c'est, bon, évidemment, c'est bien pour vous de lire la lettre et de répondre aux questions de l'activité 14. Qui a écrit la lettre? À qui est-ce qu'est-ce qui s'est passé entre Nathalie et Dominique? Comment Nathalie explique-t-elle ce qui s'est passé? Que veut dire Cham et blonde ici? Qu'est-ce que Nathalie demande à Dominique? Bon, alors c'est à vous de faire l'activité, ok? Bon, je pense que c'est pas compliqué, mais vous allez le faire facilement. Mais l'intérêt de la lettre, je vais augmenter la taille hein, pour voir si ça se voit un peu mieux. Parce que bon, la qualité n'est pas très bonne. Hein. Mais l'intérêt de la lettre ici, c'est de voir, je ne sais pas si je pourrais le faire comme ça. Oui, voilà. Là, vous trouverez la lettre que tu m'as écrite. Donc, remarquez là, écrite, ok? Ou et que tu as glissé. Alors, vous verrez là, écrite et glissé. Et vous verrez écrite au féminin et glissé au féminin. Et comment ça s'explique si nous avons
le passé composé, tu m'as écrit et tu as glissé. Et je vous avais dit, et la règle dit que avec le verbe avoir, si vous formez le passé composé avec le verbe avoir, le participe reste invariable. Et oui, ça c'est vrai, et c'est toujours comme ça. Alors, si vous construisez le verbe dans une phrase avec vous construisez un verbe dans une phrase avec le passé composé, alors vous connaissez déjà la structure. L'auxiliaire, c'est le verbe avoir et participe passé, ou l'auxiliaire, c'est le verbe être et participe passé. Si l'auxiliaire, c'est le verbe être, alors vous êtes obligé de faire l'accord graphique et quelquefois aussi phonétique entre l'information du sujet, c'est-à-dire les genres et les nombres du sujet, et vous devez ces informations les écrire, les manifester à l'écrit et parfois à l'oral dans les participes. Par exemple, je suis allé, si c'est un homme qui dit je suis allé, ok, alors dans ce cas, voilà, il va dire, bon, je vais vous l'expliquer comme ça, ok, vous connaissez, voilà, je suis allé, ok, si c'est une fille qui dit ça, elle dira, je suis allé, voilà, vous faites l'accord au féminin ou au masculin par rapport à l'information du sujet. Vous le verrez bien quand vous dites il est allé, d'accord, ou elle est allée. Donc, si c'est masculin ou féminin, cette distinction, vous devez la marquer. Toujours dans le cas où l'auxiliaire, c'est le verbe, ok, le verbe être. Voilà. Ça, vous le connaissez déjà parce qu'on l'a étudié pas mal de fois. Ok. Mais voilà ce qui se passe avec le verbe avoir. Alors, si vous formez le passé composé avec le verbe avoir, ok, comme auxiliaire, alors là, le participe reste invariable. Par exemple, j'ai acheté une voiture ou j'ai lu les livres. Ok, j'ai lu les livres que tu m'as prêté. Par exemple, j'ai lu les livres. Ok, donc, alors, là, vous avez évidemment le passé composé que vous connaissez très bien. Excusez-moi parce que j'ai mal écrit là. Voilà, j'ai lu les livres. Ok, vous avez là le passé composé avec le verbe avoir. Et avec le verbe avoir, et comme je vous ai dit, le participe reste invariable. Mais attention, il y a une règle que vous allez découvrir justement avec la lecture de cette lettre de Dominique et Nathalie. Vous verrez que là, parfois, vous trouverez le participe passé, même si l'auxiliaire savoir, il est écrit au féminin et parfois au féminin pluriel ou au masculin pluriel. Alors, c'est-à-dire, on va introduire la marque des genres et des nombres dans le participe. Et ça se fait quand? Alors, ça se fait quand le complément d'objet direct apparaît avant le verbe. On va faire la même chose que vous avez ici. OK? Vous savez là, j'ai une voiture. Imaginez que j'ai une voiture. Je place devant la structure, j'ai acheté une voiture. Je place une voiture devant. Et je dis, par exemple, je l'ai acheté. Bon, je veux dire même mieux, et la voiture que j'ai achetée. Alors, là, par exemple, quand je crie voiture devant, la voiture que j'ai achetée, alors remarquez que acheter, je vais l'écrire, voilà, je vais l'écrire avec la marque du féminin, ok, parce que voiture est féminin, et donc, comme je fais la référence au complément d'objet direct, la voiture qui est placée devant le verbe, alors c'est comme ça que je dois l'écrire, ok? Et dans ce cas, la présence de la structure de l'objet direct se fait avec le pronom relatif que, la voiture que j'ai achetée, d'accord? Acheter fait référence à la voiture. Et la voiture, dans la phrase originale, c'était j'ai acheté une voiture. Une voiture, c'était le complément d'objet direct d'acheter. C'est la même chose, si vous savez ici, j'ai lu, d'accord, j'ai lu les livres. Si je place les livres que j'ai lus, par exemple, les livres
que j'ai lu. Alors là, vous écrirez lu avec le S, d'accord, du pluriel, parce que le livre est masculin pluriel. C'est-à-dire que vous devez ajouter la marque de genre et de nombre. Si c'est féminin, vous ajoutez la lettre E, et si c'est pluriel, vous ajoutez la lettre S, et si c'est féminin pluriel, vous ajoutez la lettre ES. OK? Et ça, c'est une règle importante que vous devez connaître. C'est vrai qu'à l'oral, normalement, ça ne change rien parce que il n'y a pas de changement phonétique, hein, mais il y a des cas où le changement phonétique se fait et se laisse sentir à l'oreille. Par exemple, si les participes se terminent par une consonne non prononcée au féminin, ça se prononce. Par exemple, les pris, prise, les, la lettre que tu as écrite, hein, et la voiture, et bon, la voiture, j'allais trouver quelque chose que tu as prise. Tu as pris la voiture, je ne sais pas. Ou les photos que tu as prises. Prises. Alors, remarquez que c'est pas très habituel. Normalement, il n'y a pas de grandes différences phonétiques, mais parfois, vous les trouverez. Et donc, c'est important que vous considérez cette règle. Je vous ai déjà ça expliqué dans les vidéos et que j'ai postées dans les activités complémentaires. De toute façon, je vais insister parce que c'est important. OK? Voilà. Alors, je continue par là. Je ne vais pas lire la lettre complète avec vous. OK? Mais bon, que vous sachiez que là, il y a pas mal de cas où vous trouverez le participe, même avec le verbe avoir, vous le trouverez avec la concordance. Et ça, c'est la règle. OK? Voilà. Et pour terminer les explications ici à la page 51, vous avez ici la différence entre aussi et non plus. Bon, je pense que cette différence n'est pas compliquée pour vous, même si parfois on peut se tromper, mais bon, on dira aussi pour reprendre une idée donnée à la forme affirmative. Je suis triste que tu partes du jour. Moi aussi, je suis triste. Alors, moi aussi, c'est yo también. Alors, c'est pas très compliqué pour nous, les hispanophones, de voir la structure, ok? Nous reprenons une idée donnée à la forme affirmative. Par contre, si nous reprenons une idée donnée a la forma negativa, o sea, retomamos una idea dicha en forma negativa, diremos non plus. Non plus sería tampoco, ok? Je n'aime pas prendre l'avion tout seul. Moi non plus, yo tampoco, moi non plus, je n'aime pas ça. Bon, je pense que je vous avais aussi poster des activités concernant cette structure. J'imagine que vous n'avez pas de gros problèmes à le faire. Alors, ici à la page 52, on va revenir sur l'explication de l'accord du participe passé, ce que je viens de faire avec vous. Je le lis avec vous. Au passé composé, quand le complément direct du verbe est placé devant le verbe, le participe s'accorde avec le complément. Attention, parce que parfois les compléments n'est pas très visuel, hein, parce que parfois c'est L apostrophe. Je vous rappelle là, par exemple, j'ai lu le livre ou la voiture. Imaginez que je dis ici, la voiture, je l'ai achetée. Alors là, c'est difficile à savoir que ce L correspond à la voiture. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la référence, hein, c'est pas facile. Mais alors là, c'est L apostrophe, c'est le complément d'objet direct et ça fait référence à la voiture, c'est féminin. Comme quoi, vous devez l'écrire comme ça. Alors, je vous le dis parce que parfois, c'est pas évident de trouver le complément d'objet direct et de trouver l'information si c'est masculin ou féminin. Il faut que vous connaissiez la phrase à l'origine pour avoir la structure bien comprise. Alors, donc, complément d'objet direct, le L apostrophe, les, me, te, nous, vous. Par exemple, cette photo, je l'ai prise, la hecho, esta photo, yo la hecho, cette photo, je l'ai prise, c'est comme si vous dites ici, d'accord, et cette voiture, je l'ai achetée au Japon, par exemple. Cette voiture, ok, imaginez cette voiture, je l'ai achetée au Japon. Au Japon. Ok, este coche lo compré en Japon. Alors, cette voiture, voilà, ok, la référence là, ok. Parfois, c'est pas très visuel parce que c'est juste
L apostrophe à cause de la structure verbale. OK? Voilà. Bon, j'espère que c'est bien écrit. Et là, j'ai lu le livre que j'ai lu, ou ces livres, je les ai lus, d'accord? Je les ai lus, et, bon, voilà, chez moi, pour dire quelque chose, OK? Chez moi. Donc, ces livres, OK? La référence, il faut toujours bien la connaître pour bien comprendre la structure. Je les ai lus, ok? Je les ai lus chez moi. Alors, à chaque fois que vous trouvez les compléments d'objet direct devant la structure du passé composé et aussi du plus que parfait, parce qu'à la limite, ce sont les mêmes structures, vous devez faire l'accord entre les compléments d'objet direct en genre et nombre et les participes. Voilà. Vous avez ici la même chose avec nous et vous aussi. Hein. C'est-à-dire, par exemple, vous avez ici Pondichéry, quand Jésus allait en Inde. Attendez, parce que je ne sais pas si je le fais bien là. Voilà, cette photo, je l'ai prise à Pondichéry quand Jésus allait en Inde. Marie et Didier nous ont invités à Lyon. Alors, nous ont invités. Alors, nous, c'est les compléments d'objet direct. Voilà pourquoi inviter s'écrit au pluriel, parce que j'invite Marie, j'invite Didier au cinéma ou au Japon ou quoi que ce soit. C'est un complément d'objet direct. Donc, du moment où vous le placez devant la structure verbale, vous faites l'accord. Avec que, ça c'est important, hein, comme je vous dis, parfois les compléments d'objet direct, c'est pas les pronoms compléments, le, la, les, mais, de, nous, vous, ce. Hein. Parfois, c'est que, hein, parce que c'est les pronoms relatifs. Les vacances que nous avons passées, alors que fait référence aux vacances, vacances c'est féminin pluriel, donc passé féminin pluriel. Hein, les vacances que nous avons passées en Grèce sont les plus belles de ma vie, ou parfois aussi, et ça c'est important, avec quel. Hein, je vous rappelle que l'adjectif quel aussi, ça fait une référence à un complément d'objet direct dans une structure. Hein. Quelle route avez-vous prise? Hein? ¿Qué carretera ha tomado usted? Quelle route? Hein? Voilà, pour descendre dans le sud-ouest. Donc là, avec quelle route, quelle, avec un substantif, cette structure, ce complément d'objet direct, bon, donc vous faites aussi l'accord. Voilà, là, il y avait des activités 21, 22, 23 qui bon, rapportent à la même activité. Donc, je vous invite à les faire et, bon, et à vérifier que vous les comprenez bien. Après, il y a une tâche finale. Et là, c'est apprenez le français dans une ferme biologique. Votre groupe a décidé d'organiser un séjour linguistique en France. Vous avez reçu la brochure de cette école. Le programme ne vous plaît pas totalement. Vous souhaiteriez peut-être plus d'activités ou des activités différentes, ou bien moins de cours. À l'oral, mettez au point votre projet, puis écrivez une lettre à l'école avec une autre proposition de séjour et demandez le prix. Bon, alors ça c'est bon, une bonne activité que vous préparez, que ce soit pour une activité de composition écrite ou un projet que vous présentez à l'oral. Ça pourrait vous servir, je ne sais pas si vous voulez, le jour de l'épreuve orale, si vous voulez parler pendant 2 ou 3 minutes à partir d'une situation comme celle-ci, pourquoi pas. Alors c'est une invitation à travailler ces documents si ça vous semble intéressant pour vous. OK? Parce que bon, vous avez toujours une grande liberté pour préparer des activités orales. OK? Après, on continue par là. Il y a un coup d'œil à la phonétique. Ici, c'est la différence entre la consonne S, OK? La consonne dentale S, S. Je vous rappelle que c'est pas comme l'espagnol du Nord, non? C'est pas, ça ne siffle pas, c'est une prononciation prédocedentale, un peu comme dans le sud d'Espagne, S, ou l'Amérique latine, S, ça, c'est si, so, c'est pas ça, c'est si, so, mais ça, c'est si, so, ok? Et après, vous avez à côté la prononciation fricative, ch, ch. Bon, si vous parlez la langue asturienne, vous avez ce son, et si vous parlez l'anglais, vous l'avez aussi. Donc, apparemment, ça ne va pas être très compliqué. Je sais qu'en cours, vous le faites très bien, mais attention, ch, sale, chal,
châle. Parfois, c'est très similaire et c'est pas facile à voir la différence. Bon, là, on vous invite juste à vérifier que vous n'avez pas des problèmes pour la différence, pour l'articulation de ces sons. Alors, c'est à vous, si vous voulez, de jeter un coup d'œil à ces activités de compréhension avec des enregistrements audio. Et voilà qu'on est sur le point de finir. Et là, il y a un document pour la lecture et aussi pour voilà, pour les explications et la compréhension écrite. Vacances, tendance. Et ce document, il est censé d'être lu le jour de l'épreuve orale. Vous êtes censé peut-être lire ces documents. Alors, comme il n'y a pas d'enregistrement oral, je vais le lire avec vous. Si jamais ça peut vous aider à bien encadrer la prononciation là où il y aurait des mots qui pourraient être difficiles pour vous. Alors, je le lis avec vous. Vacances, tendance. Bienvenue chez nous. Échanger son appartement contre une maison à l'étranger. La meilleure façon de voyager moins cher. Les Français sont plus nombreux chaque année à tenter l'expérience. Un mouvement né aux États-Unis. Au début, quand j'ai discuté de cette idée avec des Français, on me regardait avec des grands yeux. Quoi? Quelqu'un que je ne connais pas va dormir dans mon lit? Ah non, certainement pas, explique la responsable d'une agence spécialisée. Mais les mentalités changent. Les Français qui ont tenté l'expérience sont enchantés, sont enchantés. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à se connecter sur Internet pour trouver la maison de leurs rêves et laisser des inconnus habiter dans leur logement. Ce type de séjour est moins cher, il n'y a que le billet acheté. Mais le plus important pour les vacanciers, c'est de découvrir le pays de l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez enlever tous vos objets de valeur, mais d'après une agence interrogée, sur 35 000 échanges, il n'y a eu aucun vol ou problème de vandalisme. Tout fonctionne sur la confiance. Alors, vous rêvez d'une maison sur la plage en Afrique ou d'un appartement à Paris, la France est le pays le plus demandé, échangez votre maison. Voilà, donc ça c'est une possible lecture que vous devez préparer au cas où, d'accord? Et j'espère que, bon, j'ai fait quelques petites erreurs parce que je lis directement sur le document PDF qui est un peu flou hein, dans la lecture là sur l'écran, mais bon, j'espère que je vous ai aidé un peu à encadrer la prononciation au cas où. Il y a un autre document à côté, viens dormir sur mon canapé, c'est le couch surfing. Je ne sais pas si vous avez pratiqué ça, mais bon, on va les lire. Viens dormir sur mon canapé. 44 314 membres, 70% ont moins de 30 ans, de la communauté des couchsurfers, 38 000 Français dans 224 pays proposent et demandent l'hospitalité via leur canapé. Attention, c'est moins cher que l'hôtel, mais l'objectif est de rapprocher les personnes et les cultures. L'hôte doit être curieux, ouvert, donner les bons plans pour découvrir sa ville, etc. C'est bien d'apporter un petit cadeau et de participer à la vie de la maison. Un bon moyen de faire des rencontres. Bon, je ne sais pas si vous avez pratiqué cette manière de voyager, d'inviter quelqu'un chez vous ou non, si vous voulez en parler ou si vous voulez faire un petit débat ou une conversation à propos de ça, pourquoi pas. Après, en bas, vous avez des informations concernant les séjours à l'étranger en millions et qui concernent les personnes de 15 ans ou plus vivant en France. Et on parle des types d'hébergement, hébergement marchand, o sea, establecimientos de alojamiento, hébergement, alojamiento comercial, marchand, ou hébergement non marchand, alojamiento no comercial, que serían familias, amigos o residencias secundarias. Bon, c'est intéressant le vocabulaire, hôtel et pension de famille, camping, location, gîte, chambre d'hôte. Esto es un poco los bread and breakfast, creo que es, ¿no? Bed and breakfast, perdón, o las casas en el campo, ¿no? Les maisons à la ferme. Gîte, chambre d'hôte, résidence et tourisme, autre. Et en bas, vous savez, résidence secondaire, famille ou amis, etc. Bon, mais bon, c'est une information
complémentaires. Il ne faut pas que vous les travaillez complètement. OK? Et là, il y a bon, une autre question. Et vous, les systèmes d'échange des maisons existent-ils dans votre pays? Que pensez-vous de ce type de vacances? Quelles sont les vacances et les inconvénients à votre avis? Où aimeriez-vous aller? Préféreriez-vous le principe du canapé? Et quelle est la meilleure formule? Alors, avec ça, si vous voulez, vous pouvez préparer un sujet de conversation que vous pouvez présenter les jours de l'épreuve orale à votre professeur à partir de là. Qu'est-ce que vous pensez de voilà, cette formule et des voyages à la manière de Airbnb, bon, que vous connaissez déjà, ou les couchsurfing? Qu'est-ce que vous avez fait dans des circonstances où vous êtes parti en voyage, etc. Après, on vous pose des questions concernant la lecture et c'est intéressant, l'activité 26. Écoutez les témoignages des personnes qui ont échangé leur maison pendant les vacances et complétez les tableaux. C'est une activité de compréhension orale et donc vous devez bien la travailler parce qu'on ne sait jamais si on pourrait vous poser une question à partir de là. De toute façon, je vous invite simplement à réviser toute la leçon. Si jamais vous avez des difficultés, des choses que vous n'avez pas bien comprises, hein, des doutes, etc., n'hésitez pas à me faire des commentaires parce que je suis là pour vous aider. En tout cas, je vous rappelle que je vous poste aussi que ce soit dans les blogs que dans les campus virtuels, je vous poste aussi les activités du cahier d'exercice. Et elles vont toujours, je pense, accompagner de, voilà, les corrigés et aussi les enregistrements audio. Comme quoi, dans le cahier d'exercice, vous pouvez, disons que, travailler en profondeur et tout ce que vous avez ici. OK? Et je pense que comme ça, vous pouvez bien fixer vos connaissances concernant les contenus de la leçon. Voilà, ça sera tout pour maintenant parce que je vois que je parle depuis 50 minutes et j'ai envie de voir quelque chose. De toute façon, c'est toujours un plaisir de partager avec vous et les cours de français. J'espère vous avoir aidé. Et voilà, on reste en contact parce que mon intention, c'est de publier des clips concernant toutes les unités didactiques, même si on les a déjà vus, mais comme ça, au moins, vous pouvez vérifier ou réviser ou faire ce que vous voulez de plus intéressant pour vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bonne continuation.